Je vais vous laisser la parole, mais peut-être je vais demander à Camille et Sandrine de prendre la parole, puis peut-être que vous pourrez répondre aux questions ensemble. De vous laisser. À Ika. Ok. Donc, je vais essayer d'être rapide parce que pour une fois qu'on a la chance d'avoir des acteurs de la politique ici sur place, autant leur laisser le maximum de parole. Mais moi, donc, je suis spécialisée sur l'Ouganda et en Ouganda, depuis 2011, on a eu vraiment une diversité de répertoire d'action. On est passé des walk to work, donc, qui consistaient à marcher pour aller au travail, pour montrer les difficultés des conditions socio-économiques, à une campagne de klaxon, à des vuvuzelas, etc. Mais on ne fait pas que marcher et crier, on roule aussi avec des campagnes, avec les mototaxis, enfin des campagnes, des mouvements, des protestations avec les mototaxis. On grouine aussi, puisque maintenant on dépose des cochons dans les jardins du Parlement aux couleurs du parti au pouvoir pour dénoncer le fait que un cochon, quand il a faim, mange ses enfants, et que c'est ce qui est en train de se produire en Ouganda. Donc on a en fait une forme d'apprentissage, et c'est sur ça en fait que je m'interrogeais par rapport à vous, c'est-à-dire qu'on a un apprentissage qui se fait certainement de manière transnationale aussi. Et par exemple, cette histoire de cochon a été empruntée au Kenya. Ils avaient fait la même chose au Kenya l'année précédente. Mais par-delà ça, c'est aussi un apprentissage par rapport aux politiques de répression de l'État qui, elles aussi, sont en apprentissage. C'est-à-dire que l'État apprend à réprimer la protestation. Par exemple, là, on a une montée en gamme du matériel de répression, mais aussi on a un apprentissage par rapport à la gestion de la spatialité. Il y a des places auxquelles on ne laisse pas accès, on apprend à gérer les chemins d'accès, etc. Et puis, on apprend aussi les modes de protestation. Et là c'est assez intéressant de voir que pour le procès de l'inspecteur général de la police, qui était accusé d'avoir fait tabasser des taxis-motos qui s'étaient prononcés en faveur de l'opposition. Donc au moment de ce procès, on a eu des protestations de rue aussi, de gens en colère, comme on les appelait dans les journaux. Donc on a aussi ces emprunts par le régime de ces modes de protestation. On capture aussi la rue. Donc en fait, moi, la question que je me posais par rapport à vos mouvements, c'est quels apprentissages vous avez pu faire de ce dialogue finalement de protestation-répression, comment se sont modifiés vos rapports à la violence et à la gestion de la violence répressive éventuellement si elle s'est portée sur vos mouvements. Le deuxième point en fait qui me frappe, qui m'a frappé ce matin et qui m'interpelle encore aujourd'hui, c'est que là on a l'impression d'être dans un face-à-face société civile ou artistes, donc qui sont inclus dedans, et État, alors que finalement on oublie aussi tous les relais peut-être un petit peu plus institutionnalité, y compris les partis politiques. Alors est-ce que c'est une réalité aussi dans vos cas ou pas, vous me direz, mais par exemple en Ouganda, très clairement dans les walk to work, au départ, les représentants des partis politiques étaient inclus. Alors, pas sous l'emblème des partis politiques, mais les représentants des partis politiques. Et ensuite, celui qui s'est imposé comme leader de ce mouvement, donc Kizza Besigye, a quitté son parti en espérant devenir justement le leader de cette protestation sociale, tout ça pour revenir en fait au moment des élections comme porte-parole de son parti. Donc c'est un petit peu ces porosités-là entre partis politiques et mouvements dits de la société civile qui m'intéresseraient. Est-ce que vous avez eu ce genre d'approche par les partis politiques ? Et juste deux petites questions. Je m'interrogeais aussi sur l'urbanité du phénomène. Parce que là, on parle beaucoup des jeunesses urbaines. Alors, jeunesse aussi, il faudrait revenir dessus, parce que même urbaine, on a les jeunesses des campus, on a aussi les jeunesses suburbaines, plus paupérisées, etc. On ne parle pas des mêmes jeunesses, mais par rapport à l'urbanité, en fait, je me demandais, dans nos régimes, on va dire, est-ce qu'on parle d'une déconnexion rural-urbain? Est-ce qu'on n'a pas la capacité d'aller mobiliser le rural? Est-ce que, je veux dire, dans ces formes de protestation, est-ce que c'est beaucoup trop risqué?
d'aller mobiliser au rural, ou est-ce qu'on a vraiment une déconnexion, c'est-à-dire on aurait une urbanité et même, je dirais, une capitale protestataire et une ruralité qui serait plus dans le consentement à la domination, ou dans ce que Johanna a appelé à un moment, Johanna Siméon a appelé la rumination critique, qui est plus une critique plus silencieuse, on va dire. Donc, est-ce que vous avez tenté ou réussi ou échoué à mobiliser par-delà la capitale ou les grandes villes? Et puis la toute dernière question, c'est par rapport à l'extraversion qui a été quand même très présente dans ce panel. Et je m'interrogeais sur la façon dont ça pouvait aussi façonner vos modes d'action. Et là, je me réfère encore à l'exemple ougandais, où très clairement, l'idée, c'était d'attirer l'attention internationale pour bénéficier de la légitimité internationale et pour avoir cette capacité d'énoncer que le régime était un régime autoritaire. Pour faire très vite, c'est-à-dire qu'on a géré la violence de la répression. Les protestataires ont géré la violence de la répression pour la rendre visible et donc obtenir la légitimité que oui, il fallait protester dans la rue, puisque c'était le seul mode d'action possible, CQFD, avec la répression du pouvoir.